Bonsoir et bienvenue dans l'entretien de Rémi. Aujourd'hui, nous sommes à Massy, à la rencontre de Jean Daragnès. Il est cinéaste, également écrivain. Son dernier film s'intitule Mauritanie, terre de sable. Voici l'entretien de Rémi avec Jean Daragnès. Entre Jean Daragnès et la Mauritanie, c'est une histoire qui s'exturbe du temps et se perd dans l'immensité des paysages des pays des mille et un poètes. Né au Sénégal, Jean Daragnès a quitté le continent mère adolescent pour y revenir quelques années plus tard. Et depuis, il ne reste plus une année sans y poser les pieds, notamment en Mauritanie. Depuis 2003, Jean Daragnès arpente les beautés aussi bien humaines que géographiques qu'offre la Mauritanie pour le présenter au monde. Son premier film, Voyage au pays des morts, est sorti en 2016 accompagné d'un livre éponyme. Nous rencontrons Jean Daragnès à l'Opéra de Massy dans l'Essonne où son dernier film, Mauritanie, terre de sable, est projeté dans le cadre du festival Globetrotter. Le film a été longuement acclamé par le public. Bonjour Jean Daragnès. Bonjour Seydou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu sillonnes la Mauritanie depuis 2003. Tu apportes de magnifiques images, deux films dont déjà à ton actif. Il y a également un livre écrit. Comment est-ce qu'est née cette histoire d'amour entre toi et la Mauritanie, le pays des mille et un poètes? Pour tout dire, je suis en fait né en Afrique occidentale, dans le sud du Sénégal, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence. Et donc j'aime l'Afrique. Ma première vision en Mauritanie était un peu apocalyptique. Je rentrais en France avec mes parents, j'étais jeune, j'avais 10-12 ans, et on avait atterri de nuit à Nouakchott avec une tempête de sable, et j'ai gardé cette image pendant très longtemps. Et puis en 2003, je suis parti là-bas en 4x4, et pour moi c'était une révélation. Une révélation, j'ai eu la chance de visiter une bonne partie de tous les pays du Maghreb, du Sahara et du Sahel. C'est toujours compliqué de comparer les beautés, mais la Mauritanie, c'est vraiment une perle du désert. Tout y est en Mauritanie. D'abord les gens, les peuples qui sont très différents, du nord du pays au sud sur le fleuve. Et ces peuples se mélangent, je trouve, avec harmonie entre le Sahara, le Sahel et l'Afrique occidentale. Et puis la Mauritanie, on ne peut pas être insensible à sa beauté. Il y a tellement de belles choses en Mauritanie. Le massif de l'Adrar qui est connu, c'est l'endroit le plus touristique, avec ses montagnes, avec ses oasis parfois gavées de palmiers dattiers, ces villages pittoresques avec ces petites tikites et les raïmas qui sont posés un peu partout. Dans les oasis, oui. Ouais, les grandes plaines qui n'en finissent pas, piquetées d'acacias et d'herbes à chameau, les aires dunaires qui s'étirent parfois sur des centaines de kilomètres. Et ces déserts qui descendent sur l'océan. Et le bord de mer qui est magnifique sur 700 km, ça existe nulle part au monde, ça peut-être en Namibie, où on peut pas trop aller en bord de mer. Oui. Là en Mauritanie, on peut... Le fleuve Sénégal éventuellement, oui. Et le fleuve Sénégal, non, la liste est longue en Mauritanie, c'est vraiment un pays magnifique. Et puis les Mauritaniens, avec leurs costumes traditionnels bleus, toutes les femmes dans ces voilages légers de toutes les couleurs, c'est vraiment... C'est vraiment un très très beau pays. Alors, un très beau pays, restons dans l'univers de la beauté. vous avez dit que dans votre livre tantôt, que vous n'avez trouvé que paix et poésie en Mauritanie. Est-ce que vous diriez que est-ce que ça vous évoque quelque part Charles Baudelaire, luxe, calme et volupté, quand vous visitez la Mauritanie? En fait, on vit dans un monde tumultueux où la vie court très vite, où on n'a plus le temps de s'occuper de soi, d'être contemplatif, de regarder la nature paisiblement, regarder le ciel la nuit, constellé d'étoiles, écouter le silence. On vit dans un monde qui est comme ça. Et en Mauritanie, ne serait-ce que de s'arrêter sur une dune pour boire un peu d'eau fraîche, c'est une évidence. On est plongé dans une paix et un silence automatique. Cette beauté, ce luxe, le luxe pour moi, c'est probablement la beauté de pouvoir avoir la chance de s'émerveiller de tout ça. Et on passe souvent à côté.
Et qu'est-ce que vous cherchez en Mauritanie? Vous qui êtes aventurier, vous qui aimez les voyages, est-ce que c'est une part de vous-même que vous allez chercher en Mauritanie? Quelque part dans le film, quelqu'un dit que voilà, vous avez l'âme d'un nomade. Est-ce que c'est vous-même que vous allez chercher en Mauritanie? Bah, ça fait du bien. On dit que dans le désert, on gomme le superflu et le désert oblige à l'essentiel. Oui. On retrouve, moi j'ai le sentiment de revenir un peu dans mon enfance, de retrouver une liberté sans contrainte, et puis surtout rencontrer des peuples, de gens qui ont été préservés. Tout est propre en Mauritanie, rien n'a été abîmé. On a conscience de la valeur de l'eau. Toutes ces choses-là, moi, m'émerveillent et me rendent serein, en paix. C'est un endroit du monde où on peut réellement se retrouver, se ressourcer. Ok, un endroit où on peut se ressourcer, un endroit où il y a voilà, ces grands espaces qui prêtent aux rêves et en tout cas aux grandes imaginations. Mais vous dites que le désert, c'est grand, mais le danger guette. Est-ce que vous avez été confronté à des dangers? Je ne veux pas parler du danger en pensant aux problèmes, par exemple, qu'on a connus dans le Sahara au niveau de l'insécurité. Oui, on parle plutôt voilà, des aléas ou en tout cas du danger de la nature elle-même. Parce que, pour finir ça, c'est important, la Mauritanie, moi, chaque fois que je dis je vais en Mauritanie, on me dit mais c'est dangereux, etc. La Mauritanie, pour moi, c'est une exception, parce qu'il y a eu des problèmes en Mauritanie il y a un certain nombre d'années, mais l'État mauritanien a mis en place des mesures très dur pour combattre des problèmes d'islamique radical, mais en même temps pour couper tous les trafics en tout genre qui se faisaient un peu partout. Et c'est un pays pour moi qui est extrêmement sécurisé depuis 10 ans. Depuis 2 ans, à l'initiative de Maurice Freud de Point Afrique, qui envoie des gens dans le Sahara depuis des années, la zone est passée de zone rouge en zone classique. Zone fréquentable du coup. Voilà, et maintenant les touristes peuvent aller là-bas. Donc ça, je voulais quand même le dire en préambule. C'est important. Après, moi, je m'invite dans un monde qui n'est pas le mien. C'est le monde des nomades. Et c'est vrai que du rêve au cauchemar, il n'y a qu'un pas. Il faut être vigilant quand on part dans le monde du sable. Il faut avoir un véhicule parfaitement équipé, un GPS, une réserve de gasoil et d'eau en quantité largement suffisante pour éviter de tomber en panne. Mais c'est vrai que j'ai eu des histoires. Je me souviens par exemple, il y a quelques années, j'étais plus jeune, j'avais tenté de traverser l'Ergue d'Amatlich par le Foum, par la passe. Et puis j'avais fait la première partie et ensuite j'avais pris des points qui étaient un peu aléatoires et en même temps j'ai pris une tempête de sable. Donc j'ai fait 5 km en 10 heures, la moitié aller, la moitié retour avec une tempête de sable. Vraiment ça m'a servi de leçon, donc maintenant je suis un peu plus prudent. Ok, vous écoutez plus les guides et puis vous écoutez, regardez la météo. La météo, je ne l'ai pas, mais enfin, je fais attention, quoi, voilà. Okay, il va falloir quand même faire très attention. Alors, le thé mauritanien, il faut qu'on en parle. Vous dites que vous ne pourrez pas supporter de boire ce thé, en tout cas à longueur de journée, ce que font systématiquement les Mauritaniens. Comment est-ce que vous avez trouvé cette relation avec le thé? Le thé, c'est une institution en Mauritanie. Moi, j'ai découvert ça. On parlait de mon ami Bodia qui est guide mauritanien. J'ai jamais vu quelqu'un boire autant de thé, c'est invraisemblable. Mais en Mauritanie, je me suis rendu compte que tout autour du thé, en fait, toutes les décisions familiales, toute l'histoire de la Mauritanie tourne autour de prendre son temps sous la raïma et de boire du thé tranquillement. Alors c'est vrai que je trouve que les Mauritaniens en boivent trop, parce que ça a des conséquences quand même parfois en fin de vie sur des problèmes de vision ou de problèmes de maladie, de santé. Mais bon, en plus il est excellent le thé mauritanien. Et puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est que dans chaque raïma, chacun a son secret du thé. Et souvent c'est les femmes, généralement ce sont les femmes qui le préparent et qui le goûtent. Et ouais, c'est le thé mauritanien. Alors, une fois que vous êtes en Mauritanie, vous pourrez en boire combien par jour environ? Une fois ou 2 fois? Moi, j'en bois par politesse, mais je ne peux pas en boire trop parce qu'au bout d'un moment, je tremble. Hein, donc, il faut aussi se préserver. Ouais. Alors, vous racontez des histoires différentes dans chacune de vos aventures. Ouais. En quoi, à chaque fois que vous voyagez en Mauritanie, c'est différent de notre voyage? La Mauritanie, c'est d'abord un grand pays qui fait 2 fois et demi la France, donc avec 90% de désert et des zones très étendues. Quand je voyage en Mauritanie, régulièrement, je vais revoir des endroits que je trouve merveilleux, où je vais revoir des gens
à qui je suis attaché, mais j'aime pas refaire systématiquement 2 fois les mêmes choses. Donc j'aime bien pas me perdre dans le désert, mais prendre des options un petit peu qui me permettent de prendre mon temps, de voir autre chose. Oui. Quand vous dites également qu'il y a un jeune chamelier qui vous dit que dans le désert, il n'y a rien, mais chez vous, en France, en Europe, il y a tout, mais vous venez quand même. Ouais, ça c'est une sacrée question parce que ça ramène en fait à l'essence même de la vie. Qui a raison des deux? On peut réellement se poser la question. Est-ce que c'est le chamelier qui vit au rythme de la nature, en famille, sous la tente, s'occupant de choses saines, de ses animaux, etc., avec une vue difficile? Ou est-ce que c'est le touriste qui vient se ressourcer, essayer de rattraper ce qu'il a oublié depuis son enfance? En même temps, c'est compliqué pour moi le chamelier dit ça, mais il ne sait pas la vie qu'on a ici. Oui. Donc c'est compliqué de discuter de ça avec lui. Hein. Mais franchement, qui a raison des deux? La question reste posée. Oui, la question reste posée. Pour moi, c'est quand même le chamelier. Vous lui donnez raison. Vous êtes une grande dame, comme dirait le monsieur dans le film tout à l'heure. Ouais. Vous avez vécu quelques périodes de Guetna, donc cette période de cueillette de dattes, c'est essentiellement une effervescence sociale qui se met en place autour de cette cueillette de dattes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette période particulière qui se passe dans les oasis? J'ai découvert que dans le Sahara mauritanien, il y avait des oasis avec des gueltas et des palmiers dattiers partout. Il y a, je ne sais plus, peut-être 20 000 palmiers en Mauritanie. Je n'imaginais pas ça au début. À chaque fois que j'ai été en Mauritanie, j'ai jamais été au mois d'août. Et la Guetna, c'est au mois d'août, la grande fête des dattes. Par contre, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais dans un village où il y avait une palmeraie, l'hiver, il était complètement déserté, envahi par le sable. On pourrait penser que c'est des villages qui étaient abandonnés depuis des années et des années. Et en discutant avec mon ami Bodia, il me dit « Non, 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 Jean, tu te trompes. Les gens, les nomades, sont partis dans le désert pour faire vivre leurs animaux. Mais l'été, c'est la fête. Tout le monde se retrouve dans les palmeraies. C'est des moments de rassemblement familiaux, de partage. Et en même temps, la date, c'est quand même une substance qui est nécessaire à la vie des Mauritaniens, c'est important. Il y a même un festival de dates. Et un festival de dates, oui. Ouais. Dans votre dernier documentaire, du coup, Terre de sable, qui est projeté au festival Globetrotter à Massy, donc c'est un film c'est un film magnifique que je vous conseille d'ailleurs justement à voir, un film très poétique et dans sa construction et dans les belles images et dans la musique également. En combien de temps vous avez pu faire ce film? C'est un boulot, hein. D'abord il faut préparer le voyage, le véhicule, le matériel, partir là-bas. On a fait beaucoup de rush. Après, il faut monter le film. C'est quand même un sacré travail. C'est du boulot, voilà. Mais moi, j'ai voulu faire ce film pour montrer la beauté de la Mauritanie, mais aussi la beauté de tous ces peuples qu'on ne connaît pas. Dans votre monde, chaque mot compte, chaque geste compte. Les codes et les valeurs des hommes sont importants. J'ai voulu remettre ça en image pour montrer quand même tout ça. Et puis je trouve aussi qu'on est à un moment du monde où les peuples se croisent, se mélangent, et il est nécessaire de se connaître pour se comprendre, pour ne pas avoir de méfiance les uns des autres. Et le monde mauritanien dans son ensemble est un monde qui est merveilleux, et j'ai fait ma petite contribution à ça parce que j'estime que c'est quelque chose qui est nécessaire. En tout cas, c'est un film magnifique que j'invite tout le monde à voir et à revoir. D'ailleurs, Jean d'Aragnès, le prochain voyage en Mauritanie, ce sera probablement pour faire voir aux Mauritaniens le film. J'espère, hein. C'est mon vœu le plus cher, parce que je l'ai fait pour leur montrer la beauté que nous et l'amour qu'on peut avoir pour leur pays. Et c'est vrai que si j'ai la chance de pouvoir diffuser ce film en Mauritanie, pour moi, c'est un gros cadeau. Alors, les diffuseurs mauritaniens, que vous soyez chaîne de télévision ou autre, en tout cas, recevez l'appel de Jean d'Aragnès pour diffuser le film Des terres et des sables. Et voilà, c'est un film magnifique. Une dernière question. Ouais. Ce monsieur qui a sa ticket, qui est en fait un musée, ouais. Parlez-nous-en un peu pour clore cette interview. Islem, il habite, c'est des nomades qui sont sédentarisés à El Beyed. Donc El Beyed, c'est à 300 km à peu près après Attar dans le sable. Bon, c'est accessible.
possible. Et il a créé un musée. Il raconte qu'il a rencontré à l'époque Théodore Monod qui cherchait la météorite, mais qui en même temps cherchait des objets d'art premier paléolithique et néolithique. Et en fait, il a rassemblé tout ça dans une petit kit où brouille d'objets d'art premier. En fait, quand les quelques touristes qui passent là-bas, il leur explique, il leur fait visiter ce que j'ai filmé. C'est une vraie belle personne, c'est un monsieur étonnant. Oh, monsieur étonnant. Qui parle bien français. Oui, qui parle super bien français. Ouais, en tout cas, merci. Un dernier mot peut-être pour clore cette interview. Oui, merci de m'avoir reçu à RMI. C'est vraiment, pour moi, je reçois ça comme quelque chose d'un cadeau. Je ne sais pas comment le dire, mais je suis vraiment content de vous avoir tous rencontrés. Merci bien, shukran Adjaram Nawari, comme on dira pleinement en Mauritanie. Encore merci de nous avoir suivis dans l'entretien d'RMI. C'était l'entretien d'RMI avec Jean Daragnès sur rmiinfo.com. À très rapidement pour un nouveau numéro de l'entretien d'RMI.